tolvaptan dans la polykystose autosomique dominante, de laisser tempo aux recommandations actuelles CADIGO 2025. À vous la parole. Dr Zahabta, c'est possible en un quart d'heure, 15 minutes, si c'est possible. Vas-y, à ton aise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers maîtres, chers confrères, chers amis, je remercie le Club des jeunes néphrologues de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui pour discuter de cette thématique très intéressante. Aujourd'hui, je remercie aussi les laboratoires Biopharm de m'avoir choisi pour présenter un traitement pour une pathologie qui est sous-diagnostiquée malheureusement, la polykystose hépatorénale, qui est une maladie rare certes, mais qui a quand même un retentissement sur le plan médical et sur le plan social et psychologique aussi, surtout pour les patients. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de faire un petit rappel sur la pathologie, la polykystose hépatorénale, analyser les résultats des deux essais, des grands essais qui ont été le primo movens de l'utilisation de ce traitement dans cette pathologie, qui est l'essai tempo 3-4 et l'essai reprise, à la lumière, bien sûr, des dernières recommandations qui ont vu le jour dans les CADIGO 2025 qui préconisent l'utilisation de ce traitement qui est cette molécule, le tolvaptan, dans la polykystose rénale autosomique dominante. Comme vous le savez, cette pathologie est une pathologie génétique, monogénique, qui touche 1 sur 1000 jusqu'à 1 sur 2500 de la population générale. Elle est la première cause d'insuffisance rénale chez les patients, c'est-à-dire la première cause de maladie rénale qui passe en insuffisance rénale. Donc, bien sûr, l'enjeu clinique de cette pathologie reste bien sûr l'évolution vers l'insuffisance rénale, donc une défaillance rénale terminale, sans qu'on puisse présenter un traitement efficace pour nos patients qui souffrent, et on le vit au jour le jour. À la Roide, par exemple, on a beaucoup de familles qui présentent cette pathologie, et comme vous le savez, cette pathologie passe de génération en génération. Il y a même ceux qui parlent d'une malédiction. Malheureusement, c'est une réalité parce que parfois, on n'a pas beaucoup de solutions à proposer à ces patients, mis à part, bien sûr, le traitement de suppléance arrivé en fin de stade final d'insuffisance rénale ou une transplantation, c'est-à-dire si jamais on a un donneur pour ces patients. Donc, c'est une maladie autosomique dominante caractérisée par l'évolution de kystes, d'innombrables kystes dans les cellules tubulaires. Bien sûr, l'atteinte rénale et extrarénale est variable et l'expression, elle est hétérogène c'est-à-dire entre les personnes et même en intrafamilial. Donc, un peu de physiopathologie. La polykystose rénale autosomique dominante, quand même, est une pathologie qui est caractérisée par une mutation au niveau des gènes PKD1 et PKD2. PKD1 dans 80 à 75% des cas, et le reste pour la PKD2. Donc c'est une mutation qui va toucher la protéine polycystine 1 et polycystine 2. Ces mutations vont altérer bien sûr la fonction des ciliaires des cellules rénales, et qui va bien sûr donner cette prolifération kystique qui vont augmenter de taille au fur et à mesure, au fil du temps, et avoir comme conséquence une destruction du parenchyme rénal
et bien sûr, en fin de compte, arriver à l'insuffisance rénale terminale. Donc, le diagnostic, bien sûr, si on a une histoire familiale chez cette personne ou ce sujet qui vient à la consultation pour plusieurs symptômes, entre autres une hématurie, des douleurs, une HTA, une lithiase, et qu'on va trouver chez lui ces fameux kystes au niveau des 2 reins, bien sûr, et puis on va faire cette échographie qui va nous montrer, bien sûr, selon la classification de Pay et Riven, qui va donner plus de 2 kystes au niveau des 2 reins. Donc là, si on a une histoire familiale, l'image au niveau de l'échographie de ces kystes, on pourra dire que c'est une polykystose et on va la confirmer si on le peut par les tests génétiques à la recherche du gène muté. Sinon, on va se contenter de l'histoire familiale et bien sûr de l'imagerie. Donc pour les manifestations extrarénales, ce sont surtout l'atteinte hépatique. On a dans 8% des cas des anévrismes intracrâniens qu'il faudra dépister si jamais on a une histoire familiale. Donc, quoi faire, quoi proposer à ces patients? Il faudra bien sûr savoir qu'il y a les deux fameux essais, l'essai Tempo 3-4 et l'essai Reprise, qui ont démontré l'efficacité du traitement par tolvaptan qui va bloquer c'est un antagoniste de récepteur V2 de la vasopressine qui va réduire l'AMP cyclique intracellulaire et bloquer la croissance de ces kystes et bien sûr la production du liquide intrakystique. Donc c'est la première thérapie modifiant vraiment le cours de la maladie en ciblant directement la physiopathologie kystique. Donc le tolvaptan, on l'a déjà dit, c'est un antagoniste non peptidique des récepteurs de la vasopressine administrée par voie orale, donc ce qui nous facilite sa prise ou son administration. Il va inhiber spécifiquement la liaison de l'arginine vasopressine au récepteur V2 du canal collecteur. Il va donc bloquer cette évolution des kystes. Il va nous donner une polyurèse, une polyurie, c'est-à-dire qu'on doit compenser par la suite, on va le voir dans les recommandations et l'indication de ce traitement. Donc il est recommandé chez tout patient de plus de 18 ans qui a un DFG supérieur ou égal à 25 ml par minute et qui a des signes de progression rapide vers l'insuffisance rénale. Donc l'effet Tempo 3-4 a été mené sur 1445 patients et qui a démontré bien sûr son efficacité sur 3 ans de suivi. L'essai Reprise a démontré aussi l'efficacité de ce traitement sur la diminution du déclin de la filtration, du débit de filtration glomérulaire estimé et aussi sur la diminution de la progression des kystes ou du volume total kystique des reins avec une diminution jusqu'à, si vous le voyez bien, 8 années de retard par rapport aux gens qui n'ont pas bénéficié de tolvaptan. Donc, un volume rénal total qui n'augmente que de 2%, 2,8% par an par rapport à l'effet placebo. Donc, on a un gain sur l'augmentation du volume rénal et aussi, on a une diminution du déclin du débit de filtration glomérulaire avec une amélioration de 1 ml par minute par 1,73. Donc, allez dire aux patients qu'on va retarder l'évolution de votre insuffisance rénale pour ne pas arriver en hémodialyse jusqu'à 7 ans à 8 ans. Donc là, je crois que c'est une molécule qui nécessite bien sûr c'est-à-dire sa prescription. Donc les critères d'indication, on l'a déjà vu. Donc recommandé chez les patients de plus de 18 ans avec un DFG supérieur ou égal à 25 ml.
les recommandations KDIGO et les recommandations de la UK Kidney Association confirment ça. Surtout en ce qui concerne les gens qui ont un risque, c'est-à-dire important d'évolution vers l'insuffisance rénale, avec une croissance rapide du volume des kystes rénaux et une rapidité dans, dans le déclin de la fonction rénale. On va se baser bien sûr sur la classification de Mayo pour voir l'évolution de ces kystes et aussi le déclin du DFG qui va être bien sûr calculé selon la technique enzymatique pour évaluer la clairance. Donc, comment donner ce traitement? Bien sûr, on commence toujours par une dose faible, à savoir 45 mg le matin au lever et 15 mg 8 heures après. C'est-à-dire comment on va prescrire ce traitement. Il faudra bien sûr titrer hebdomadairement. Chaque semaine, on va essayer d'augmenter la dose tout en surveillant bien sûr les effets secondaires de ce traitement qui sont surtout la polyurie et qui va engendrer cette soif. Donc il faudra avertir notre patient, discuter avec lui l'initiation du traitement pour essayer bien sûr d'éviter les contraintes de ce traitement. Donc on va augmenter à 60 mg le matin et 30 mg 8 heures après, jusqu'à arriver à une dose maximale de 90 mg le matin au lever et 30 mg 8 heures après. Si jamais il y a bien sûr des effets secondaires importants, il faudra peut-être arrêter le traitement et le reprendre après, surtout en ce qui concerne la convenance de ce traitement par rapport au patient. Il faudra aussi l'arrêter en cas de maladie, par exemple une déshydratation suite à une diarrhée ou bien à une forte grippe, et puis on pourra le reprendre après sans problème. Il faut savoir aussi que le traitement est disponible en présentation, c'est-à-dire bidose, c'est-à-dire on a dans la même boîte les deux doses que le patient doit prendre. Pour les effets secondaires, bien sûr, il est polyurique, aquarétique, donc il y a une soif importante, donc il faudra faire expliquer au patient qu'il faudra boire beaucoup pour compenser la polyurie. Il y a la sécheresse buccale, il y a la nicturie qu'on va essayer de bien sûr manager avec notre patient. Pour ce qui est des effets secondaires sur le plan hépatique, il y a effectivement quelques cas d'augmentation de transaminase plus fréquente qu'avec le placebo, mais une surveillance, c'est-à-dire mensuelle, de ce traitement lors de l'initiation pendant 18 mois qu'on va effectuer chez notre patient. Aussi, après ces 18 mois, ça sera chaque 3 mois une prise de sang pour pouvoir, c'est-à-dire monitorer l'élévation des transaminases si jamais elles vont s'élever. Donc, la suggestion des recommandations KDIGO, bien sûr, est de prendre beaucoup d'eau, 2 à 3 litres minimum par jour, jusqu'à un DFG supérieur ou égal à 30 millilitres par jour. Donc, les contre-indications, bien sûr, chez la femme enceinte, la femme qui allait, si on a un problème au niveau des voies urinaires, il faudra bien sûr lever l'obstacle. Si jamais on a une pathologie hépatique auparavant, c'est-à-dire connue déjà, qu'elle soit une hépatite ou bien n'importe quelle pathologie hépatique qui déjà est susceptible de faire augmenter les transaminases, il faudra bien sûr aussi éviter d'associer le traitement avec les inhibiteurs puissants de la CYP3A comme le kétoconazole ou la clarithromycine. Et puis, en cas de maladie hépatique en dehors de la polykystose. Donc, il ne faudra pas aussi oublier qu'il faudra optimiser la tension artérielle parce qu'on l'a déjà vu, la polykystose rénale est pourvoyeuse d'HTA. Donc, il faudra contenir ce problème, équilibrer le plus possible cette tension artérielle avec une cible inférieure à
75 mm de mercure pour les adultes entre 18 et 49 ans, avec un DFG qui est supérieur à 50, ou bien les autres stades, on doit au moins arriver à 120-80 mm de mercure. Le mode de vie est, bien sûr, il faudra agir, bien sûr, sur l'équilibre tensionnel, l'équilibre glycémique, si le patient est diabétique, équilibrer, bien sûr, le poids si jamais le patient est obèse, et aussi, c'est-à-dire insister sur l'activité physique sans pour autant aller vers les sports, c'est-à-dire de combat ou fort, qui vont être prohibés parce qu'il y a un risque de rupture ou d'hémorragie intrachystique. Bien sûr, les horizons thérapeutiques, on a parlé ce matin des SGLT2, je ne vais pas en parler, peut-être dans les questions. Il faudra bien sûr aller vers la médecine personnalisée. Chaque cas est un cas. On ne pourra jamais, c'est-à-dire généraliser la prise en charge pour tous les patients et essayer bien sûr de préserver le plus durablement la fonction rénale de notre patient et sa qualité de vie en lui proposant déjà ce traitement qui est quand même un espoir, bien sûr, pour le patient et pour sa famille aussi. Donc, les points clés à retenir, bien sûr, le tolvaptan est le seul traitement modificateur de la maladie approuvé, indiqué chez les patients à progression rapide. L'hydratation et les mesures hygiéno-diététiques, elles sont fondamentales. Le contrôle tensionnel doit être strict et la surveillance hépatique de la fonction hépatique doit être stricte pendant les 18 premiers mois. Et puis, les autres thérapies, comme la mTOR déjà citée dans quelques études, n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité sur le déclin du DFG. Et la transplantation rénale reste, bien sûr, le traitement de choix ultérieurement. Donc, les conclusions en perspective, le tolvaptan doit être proposé aux patients adultes atteints de polykystose avec un DFG supérieur ou égal à 25 mm par minute, avec un risque de progression rapide après une évaluation partagée des bénéfices et des risques. La classification d'imagerie Mayo, qui est le déclin de DFG et le score PRO-PKD sont des outils validés pour identifier les patients à risque. Une surveillance rigoureuse des tests hépatiques mensuels pendant 18 mois, puis trimestriels, est impérative. L'observance du traitement doit être accompagnée, bien sûr, avec les mesures de base, le contrôle tensionnel, le contrôle du poids, une bonne réhydratation, bien sûr, et une limitation de la consommation du sel. Les études prospectives, bien sûr, doivent être menées et pour confirmer, bien sûr, les effets nécessaires pour cette pathologie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Zahartaf, pour cette présentation. Alors, on pose des questions. On a une seule question par Simpo. On commence par le Simpo de Bohinger. Est-ce qu'il y a une question? À ce moment-là, c'est moi qui va poser une question. Professeur Habchi, j'aimerais bien...